merci beaucoup, Klaus. Merci beaucoup à vous tous d'être là avec nous. Euh, Moi, je suis Angélique Calvé, PMI bénévole, et moi-même, je suis agiliste convaincue. Alors, oups, je vois ma caméra quand même, il fait me voir un peu. Et, euh, et aujourd'hui, nous allons, je vais laisser la parole à Klaus qui va nous parler de la vision stratégique et l'agilité avec un outil très intéressant qu'il m'a montré. Ça va vous séduire tout ça. On a une trentaine de minutes de présentation, presque 35 minutes, suivi des questions et des réponses à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur l'outil Q&A ou bien sur le chat, de préférence sur les Q&A. Pour ça, on va avoir un plus de suivi. Et donc, on va essayer de répondre à vos questions, pas tout de suite, mais à la fin. Et les questions qui ne seront pas traitées, vous pourrez joindre Klaus plus tard, qui vous partagera ses réponses. Autrement, Klaus euh, est un spécialiste essentiellement en finance, business school. Il a plusieurs diplômes en business et stratégie entreprise, donc finance. Je vous laisse avec Klaus et vas-y, c'est à toi. Merci Angélica pour cette introduction et bonjour à tous. Et voilà, je suis heureux de partager ma passion avec vous aujourd'hui. Et donc, évidemment, d'abord, merci à nos sponsors pour de nous donner cette opportunité de partager justement les sujets qui nous passionnent. Et, et donc, je voudrais donc voilà, vous proposer de considérer la valeur financière de vos projets, parce qu'évidemment, la valeur est au cœur de la vérité. Pas de surprise pour vous, on le voit partout aujourd'hui dans les conférences. Merci à Jean-Yves Klein, merci à Guillaume Lapierre et tous les autres d'avoir mis l'accent là-dessus. Et bien sûr, PMBOK Guide 7th Edition, il focalise sur la valeur, création de valeur, le Agile Manifesto, évidemment, vous le savez, en premier lieu, le SAFe, Lean Agile Principles, Taking Economy View, clairement, la valeur, la création de valeur est au cœur de l'agilité. Et donc, je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui comment mesurer financièrement la valeur des initiatives agiles. Et une fois que vous savez mesurer financièrement, je souhaiterais vous discuter des capacités managériales que cela apporte. Conclure sur les bénéfices qui en résultent. Alors, commençons avec les mesures financières. Et je souhaiterais partager avec vous d'abord les mesures classiques. La mesure classique, c'est la Net Present Value, en français la VAN, la valeur actualisée nette. Et elle s'applique à une situation qui est illustrée ici avec un déroulement d'un projet linéaire, comme vous voyez ici. Donc, il y a d'abord des étapes d'investissement montrées ici en brique bleue, en plusieurs phases. À chaque phase est associée un investissement qui permet de progresser et ça prend un certain temps et voilà, on progresse de phase en phase, peut-être avec un stage gate process, mais quand même, on voit que le déroulement ici est linéaire. Et pareil, la description continue de manière linéaire lorsqu'on considère les retours sur investissement, ici montrés en jaune, voilà, les retours sur investissement qui, justement, motivent cet investissement. Donc, vous voyez que ici, c'est un projet qui, de la part de sa nature linéaire, est un projet qui exprime prédictibilité, absence d'incertitude. Et des projets peut tout à fait être géré en mode waterfall. Et la méthode d'évaluation financière qui s'applique, c'est en effet la net present value. Et si on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce que c'est la net present value? En fait, c'est
elle mesure la création de valeur. Et quand on dit création de valeur, ça comprend en fait, répondre à la question combien le return on investment, les 4 zones, dépasse 2 aspects, le remboursement des investissements, ici montré en bleu, et aussi la rémunération des investisseurs pour la prise de risque. Donc, il y a ces 2 aspects-là. Ces 2 aspects-là doivent, le return on investment doit payer ces 2 aspects-là, les investissements et la rémunération des investisseurs pour la prise de risque. Et si le ROI dépasse ces 2 aspects-là, et là, on parle de création de valeur. Création de valeur au-delà de ces 2 aspects-là. C'est ça qui est mesuré par la net present value. Voilà. Et là, on parle justement de la prise de risque. Donc, on voit que la prise de risque intervient dans cette valeur qui est mesurée par la NPV. Et donc, il est important de comprendre que cette prise de risque qu'on intègre dans ce calcul est un risque moyen pour l'intégralité de l'entreprise. Et intuitivement, on peut d'ailleurs comprendre que si le risque augmente, alors la NPV diminue. Ça se comprend intuitivement. Si je dois entreprendre quelque chose, mais c'est risqué, ça vaut moins que quelque chose qui est certain. D'accord? Voilà, donc voilà notre thermomètre qui permet de mesurer la création de valeur, la valeur de nos projets. Ici, le projet en mode waterfall, prédictible. Et bien, c'est la net present value. Et la net present value dit si elle est supérieure à 0, alors l'initiative est créatrice de valeur et alors il convient d'investir. Et d'ailleurs, cet investissement, cette décision, elle est monolithique, c'est-à-dire puisque le déroulement linéaire est considéré au départ, et je constate que dans sa globalité, elle va être créatrice de valeur, alors il est raisonnable de prendre tous les investissements. Donc c'est une décision monolithique au départ. Donc on dit, je fais tous les investissements. Et donc, on voit que, bien sûr, voilà, ce projet-là n'a pas lieu s'il n'y a pas une décision d'investissement. Et donc, bien sûr, d'où qui donne importance en fait à ces considérations, on a besoin d'avoir un cadre financier pour décider si on investit, que ce soit des projets en mode waterfall ou plus tard en mode agile. Voilà, donc voilà notre instrument de mesure classique, la NPV. Maintenant, si je utilise cet instrument dans un cas un peu différent, un cas qui exprime incertitude. Et vous le voyez ici représenté dans le graphe en gros, où les retours sur investissement, elle n'est pas si certain que ça parce qu'on exprime qu'il y a 2 possibilités. Peut-être le retour d'investissement était discuté préalablement, mais peut-être aussi moins, on ne sait pas trop. Donc vous voyez que là, on peut maintenant considérer que le projet contient aussi des incertitudes qui se manifestent dans nos retours sur investissement, et se manifestent, donc ils sont visiblement liés à des incertitudes commerciales. Donc, si je gère ce projet toujours en mode waterfall, je peux tout à fait mettre à nouveau mon thermomètre et mesurer quel est le résultat selon les différents scénarios. Et ces différents scénarios sont justement expression de mon incertitude. Et c'est là où ça devient maintenant important, parce que si nous regardons les projets que nous entreprenons, souvent ces projets ne sont pas business as usual. Non, ce sont des projets innovatifs. On fait quelque chose de nouveau, qui sont donc sujets à l'incertitude. Et donc, du coup, lorsque j'applique mon thermomètre sur ce genre de projets qui sont sujets d'incertitude, je trouve quelque chose assez fréquemment, je trouve que vous faites la net present value, elle ne fonctionne plus parce que vous regardez à gauche ou bas, la net present value pour des scénarios raisonnablement optimistes, et ben ça, elle est positive, donc on aurait envie d'y aller. Par contre, si je décris avec honnêteté aussi d'autres scénarios qui peuvent être raisonnablement pessimistes, la NPV peut être négative. Et dans les cas des projets
d'innovation, c'est fréquemment le cas, en fait. Donc, donc le problème, c'est maintenant, l'incertitude est trop grande. On vient de l'identifier à gauche en bas. Donc la NPV ne fonctionne plus. Donc les investisseurs, les décideurs sont embêtés, ils hésitent, ils perdent un temps précieux. Ils risquent de rater une opportunité, ou pire, de la laisser aux concurrents. Alors quoi faire? Quelle stratégie prendre dans ce cas-là? Quelle stratégie de décision? La première serait de dire, allez, je parie sur le fait que tout se passe bien. J'espère que le scénario optimiste va avoir lieu. Donc, j'investis quand même. Pas si évident que ça. Peut-être que je peux faire ça exceptionnellement, mais ça peut pas être une stratégie qui se répète parce que c'est trop risqué. Ça serait comme si je joue au dé. C'est comme si je joue au casino de Monaco. Donc non, c'est pas quelque chose que je peux faire vraiment d'une manière méthodique, peut-être exceptionnellement, mais clairement, c'est pas une stratégie fiable. Alors, puisque je veux pas prendre des risques, est-ce que je fais le contraire? Je suis frileux, je fais rien. Non, c'est pas satisfaisant non plus, parce que ça veut dire que par-dessus, on est en train de rater toutes les opportunités d'innovation. Donc, je ne prépare pas mon avenir. Donc, mon avenir n'est pas rose. Pas bien non plus. Alors, quelle est la solution? Quelle stratégie appliquer dans une telle situation? Incertitude. Eh bien, la réponse, du point de vue financier, est avidité. La bonne nouvelle, c'est avidité, oui. C'est-à-dire, on doit changer la façon d'aborder le projet. Il ne doit plus être géré en mode waterfall, puis en mode linéaire, mais il doit être géré en mode agile. Parce que ce qu'on peut constater ou dire d'un point de vue financier, c'est que l'agilité permet de minimiser les risques et grâce à ça de progresser, de minimiser les risques. Et c'est ce que je vais démontrer un peu plus tard. Mais ce qu'on peut donc observer sur cette vue ici, c'est que dès lors que la NPV ne marche plus, alors il faut basculer de la linéarité, de la rigidité vers l'agilité. Okay. Et donc, à gauche en bas, vous voyez les critères. Et si ça a lieu, et ben, hop, il convient de basculer en agilité. Et l'agilité permet de minimiser les risques. Grâce à ça, on peut progresser. D'accord. Alors, puisque l'agilité diminue les risques, ça veut dire que notre façon de mesurer la valeur doit prendre en compte le fait qu'on a diminué les risques. Ça doit prendre en compte les risques spécifiques au lieu de prendre en compte les risques moyens de l'entreprise, tel que c'était dans le cas de la net present value. Il faut avoir un autre thermomètre. Il ne faut plus utiliser la MPU. Il faut trouver un autre instrument qui est adéquat à l'agilité et qui prend en compte des risques spécifiques. Et cet instrument s'appelle les options réelles. Voilà notre nouveau thermomètre. Les options réelles prennent en compte, ce sont adéquates pour l'agilité et prennent en compte des risques spécifiques. Et les options réelles, en fait, c'est une méthode de valorisation qui est en fait historiquement basée sur la valorisation des stock options. Et vous connaissez peut-être cette notion des stock options. Souvent, les top managers reçoivent des stock options en compensation. Et donc, oui, on voit tout à fait que ces stock options ont une valeur et peut la quantifier. Et les options réelles se basent sur ces idées pour, en fait, mesurer la valeur des initiatives business, des business projects. Alors, je voudrais juste expliquer comment ça se fait que c'est adéquat pour des initiatives agiles. Et en fait, on comprend dès lors qu'on s'intéresse aux caractéristiques des étapes agiles et des options réelles. Et en fait, on trouve que ce sont les mêmes. Ils ont les mêmes caractéristiques clés. Voilà, et c'est ce que je voudrais expliquer ici. On considérait donc une étape agile, donc une sprinting tool, et je m'exprime en termes safe, une PI. Donc, une telle étape, elle est entreprise dans un contexte d'incertitude parce que on peut commencer cette étape, mais on ne sait pas quel va être le résultat à la fin. On peut avoir plusieurs résultats à la fin. Au départ, cependant, on peut décrire quels sont les possibles résultats. Mais au départ, on ne sait pas lequel va l'être. Et
dès lors qu'on parcourt cette étape agile, ce PI, on progresse. Et grâce à ce progrès, on va avoir réponse à cette question, à cette incertitude. Donc, à la fin, on va observer les résultats. Et d'ailleurs, cette étape agile, idéalement, elle est même conçue, façonnée, de façon à ce que très consciemment, explicitement, elle investigue une incertitude. D'accord? Et je vais d'ailleurs parcourir un exemple pour illustrer ça. Et ici, on voit donc que cette étape agile, elle est sujet à l'incertitude. À la fin de cette étape, on va observer le résultat de ce qui était préalablement incertain. Et justement, grâce à ce résultat, on va piloter le projet d'une manière agile, mais d'une manière informée par les résultats obtenus d'une part, mais aussi selon les choix qui sont disponibles à ce moment-là. Donc, on voit que, voilà, en résumé, les trois caractéristiques clés d'une étape agile, c'est incertitude, observation et agilité qui est utilisée de manière informée par les résultats observés. Et ben, il se trouve que ce sont exactement les mêmes caractéristiques clés des options. Et donc, voilà, avec ça, déjà, parlons que les étapes agiles, les programmes increments ou les sprints, etc., peuvent être représentés financièrement et évalués financièrement comme des options réelles. Voilà notre nouveau thermomètre. Et je vais aller dans un instant plus dans les détails avec un exemple, mais pour l'instant, je voudrais aboutir déjà à un premier résumé qui est indiqué ici. Donc, s'il vous plaît, il faut utiliser la mesure financière adaptée à la situation. Puis, comme à gauche, vous avez une situation de bonne prédictibilité. Gérer avec une méthode waterfall est tout à fait adaptée et l'évaluation par la net present value est tout à fait adaptée. Par contre, si, comme indiqué à droite, vous êtes exposé à des incertitudes significatives, eh ben, il faut gérer cette situation avec agilité pour diminuer les risques et donc pouvoir accéder à cette initiative. Et l'évaluation financière se fait de manière adéquate avec les options réelles. Donc, s'il y a une chose à retenir de ce que je vous expose aujourd'hui, s'il vous plaît, facilitez ça. C'est vraiment l'enseignement numéro un. Notre thermomètre financier doit être adapté à la situation. Waterfall NPV, agilité, option réelle. Voilà, donc avec ce premier enseignement, allons-y, mettons ça en musique justement pour découvrir comment ce nouveau thermomètre nous permet d'accéder à des nouvelles capacités managériales. Et je souhaite pour ça me servir d'abord d'un exemple réel. Un exemple que j'ai vécu moi-même lorsque j'ai travaillé pour une grande entreprise au sein de Corporate Strategy. Et dans cette entreprise, on avait donc envie de créer un nouveau produit IT pour un marché où il était faible, mais on se disait, waouh, ça ferait super de rêve si on avait un tel produit, on pourrait enfin euh, être fort dans ce nouveau marché. Voilà, donc on a un rêve innovant, mais il y a aussi des initiatives, des incertitudes liées à ce rêve. La première incertitude était, est-ce que ce nouveau produit a été techniquement faisable? Et donc, nous avons donc conçu une étape agile, ici montrée en bleu, qui permet de trouver réponse à cette question. Donc, notre première investigation était, bon, alors, essayons de créer une vitrine. D'accord? Donc cette étape ici nécessite donc un investissement, méthode 10, elle a une certaine durée, et à la fin, on observe un résultat. Donc, si à la fin, on observe que le résultat est bon, qu'il passe, et là, on peut continuer avec notre projet agile. Et donc, en l'occurrence, on s'est dit, bon, dans ces cas-là, on pourrait s'occuper de la deuxième incertitude qu'on a, et elle était au niveau de l'accueil marché de ce nouveau produit.
Après tout, on n'était pas présent sur ce marché et voilà, on n'était pas sûr de nous. Donc on s'est dit, voilà, quel va être cet accueil marché? Et donc on a dit, bon, très bien, la façon d'investiguer cette question, c'est on va recueillir le retour marché et montrons justement l'MVP qu'on aura préalablement conçu, on va le montrer aux prospects, on va le montrer. Et donc ça c'est bien plus fort que montrer une PowerPoint. Donc, donc chouette, donc on aura certainement quelque chose qui nous donne une réponse assez forte, claire. Et donc, si ça se passe bien, si ça passe, et ben c'est là, et seulement à ce moment-là, qu'on va effectivement faire le gros investissement pour développer le produit en version 1. Et ce qu'on voit par cette démarche, c'est que, eh ben, on diminue les risques financiers parce que cet gros investissement ici est seulement fait lorsqu'on aura, on aura appris grâce aux étapes préalables que c'est justifié. C'est techniquement faisable, oui, et il y a un marché, oui. D'accord. Ok, donc dans ces cas-là, on se dit très bien, donc on va donc voilà, investir 40 dans cette R&D de la version 1. Et on avait encore une troisième incertitude, parce qu'on se dit, bon, peut-être il faut faire un produit qui vraiment qui pousse vraiment assez loin, une version 2 qui vraiment va au bout de cette proposition de valeur qu'on peut faire. Donc, est-ce qu'il serait adéquat de persévérer et de créer la version 0.2? Donc on se dit, très bien, donc on va aussi faire une investigation qui aura lieu en parallèle de cette phase ici de R&D, de la version 1, et là ça va être des efforts de avant-vente. Et ces efforts vont nous donner une visibilité sur les retours d'investissement qu'on peut s'attendre. Peut-être le retour va être très fort. Ici, donc une hypothèse very good, très bien, donc un retour ici montré dans les briques jaunes avec des retours sur investissement très forts qu'on peut imaginer, mais peut-être ils ne sont pas si forts, peut-être ils sont toujours bien, donc ils sont incertains sur ces retours-là. Et on s'est dit, en tout cas, lorsqu'on aura donc, on aura terminé la R&D de la version 1, l'effort pre-sales aussi sera accompli en parallèle. Donc, on aura à ce moment-là une vue claire sur les perspectives de vente. Et si les perspectives de vente sont très bonnes, donc si on se trouve si on observe qu'on se trouve plutôt dans cette branche favorable ici, et bien là, il serait justifié d'aller encore plus loin et d'investir encore une fois grandement dans la R&D pour développer les produits en version 2 pour avoir ensuite des retours d'investissement très substantiels. Mais sinon, on ne le fait pas. Et pour compléter l'histoire, évidemment, si jamais dans les étapes initiales, on avait observé qu'il n'y a pas que le retour de marché est négatif, on avait conclu de s'arrêter. Et pareil, lorsqu'il n'y a pas un faisabilité technique, on aurait conclu qu'il vaut mieux s'arrêter. Voilà le déroulement de notre projet. Et, si on met tous les chiffres sur toutes les étapes, voilà la description de notre projet. Donc, donc une arborescence qui décrit quels sont les possibles cheminements de notre initiative AGN. Nous ne savons pas quel va être son cheminement, mais nous décrivons ici qui sont les possibles déroulements. OK? Donc, vous voyez qu'on ne s'engage pas sur un parcours en particulier. Nous sommes en certain moment, mais nous disons ce qui pourrait être le cas. Ce qui pourrait être le cas. Donc, vous voyez que cette description ici, et peut être assez rapidement faite. Parce que dans une situation d'incertitude, on ne s'acharne pas à prédire, mais quel va être l'avenir? Est-ce que finalement c'est justifié de faire tous les investissements ou pas? Et bien la réponse est, je ne sais pas. Mais je peux exprimer ce qui pourrait se passer dans l'avenir, et ça, je peux le décrire rapidement. Et c'est ça ce qu'on a fait ici. Donc, vous voyez que le business case ici, il est faisable, parce qu'on n'a pas
besoin de prédire l'avenir, mais on décrit ce qui pourrait se passer. Ça, les gens savent faire rapidement. Donc, on est très rapidement capable de faire cette description. Et d'ailleurs, vous voyez aussi que comment on conçoit ces initiatives. Le point de départ, c'est notre rêve. C'est que les innovateurs, c'est pourquoi les innovateurs sont excités, pourquoi ils sourient, pourquoi ils ont envie d'y aller. D'accord? Si tout se passe bien, voilà de quoi on parle. Exprimez d'abord votre scénario optimiste. Si tout se passe bien, de quoi on parle? C'est une business de 2 millions, de 5, de 10, de 20, de 100. De quoi on parle? Première chose. Décrivez votre scénario optimiste d'un point de vue financier, mais aussi riche en mots, pour dire, d'accord, mais ça c'est bien entendu le scénario optimiste. Et en fait, optimiste veut dire que nous faisons des hypothèses favorables pour y arriver. Donc il faut se rendre compte quelles sont ces hypothèses favorables. Donc quelles sont nos incertitudes. Et ensuite, notre démarche va être d'avoir un projet agile qui justement va se tâcher à distinguer ces incertitudes, de les lever, d'apprendre donc dans chaque étape. Et selon l'apprentissage, on va naviguer dans cette arborescence. On va donc progresser étape par étape. Et encore une fois, vous avez vu que les gros investissements sont faits tardivement. Ils sont faits lorsqu'on aura appris suffisamment. Donc vous voyez bien que là, waouh, on diminue les risques financiers significativement. L'autre élément qui fait qu'on réduit les risques, c'est bien entendu que on s'arrête aussitôt que nécessaire. Donc, si j'investis ici dans la conception d'une MVP et j'apprends qu'ils vont mieux s'arrêter, eh ben, on va le faire. On ne va pas insister, on ne va pas aller au bout parce qu'on a appris quelque chose qui, justement, est suffisamment indicatif qu'on peut se dire, je suis sur cette base capable de conclure quelle direction agile je vais prendre et cette direction, c'est de s'arrêter, peut-être. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Et puisqu'on a fait cette description, on va décrire nos étapes, avec les investissements et leur durée, avec les résultats et les probabilités pour chaque résultat. Et d'ailleurs, on peut avoir plus que 2 résultats, ça peut être 3, 4, 5. Et on a aussi décrit les retours sur investissement. Et bien, sur cette base, nous sommes maintenant capables d'effectuer une évaluation ajustée au risque de cette situation, spécifique à cette situation, telle que décrite dans cette arborescence. Et donc, nous sommes capables de le faire. Et justement, notre thermomètre s'appelle les options réelles. Vous l'avez bien retenu, merci de cette... voilà. Donc, les options réelles qui peuvent mesurer la valeur pour chaque étape en prenant en compte la vérité et en prenant en compte les risques spécifiques du projet. Et vous voyez que là, sur chaque étape, colle la valeur de l'option nette. Donc, vous voyez que cette valeur progresse au fur et à mesure et donc c'est aussi assez précieux pour la gestion de portefeuille que je vais décrire un peu plus tard. Concrètement, mettons nos thermomètres là-dessus. Allez, je mets le thermomètre et je mesure la valeur au départ. L'option réelle est mesurée au départ. Ma première étape, elle a une valeur nette de 7,2. Ça veut dire, l'option réelle, elle vaut plus 7,2. Ça veut dire, si j'investis 10, je me procure de l'option sur la suite qui peut-être peut apporter gros, ou bien, ou rien. Je m'achète une option sur tous ces possibles retours sur investissement et cette option vaut 17,2. Est-ce que j'ai envie de dépenser 10 pour acheter quelque chose qui vaut 17,2? La réponse est oui, parce que j'ai un résultat positif, c'est plus 7,2. Donc, j'ai envie d'y aller. Mais attention, ce n'est pas une décision monolithique. C'est une décision juste pour cette prochaine étape. Puisque c'est la prochaine étape du départ, et ici, je décide de démarrer. Et puisque je décide de démarrer, et je fais ça rapidement, parce que les risques sont faibles, et je me juste sur ce petit investissement, et bien, je peux progresser. J'ai effectué ma tâche. Et à la fin, je apprends, je observe les résultats. Et seulement si le résultat le justifie, je vais continuer avec le prochain investissement, éventuellement.
On verra bien. En d'autres termes, les autres investissements à la suite ne sont pas encore décidés. On verra plus tard, en fonction de ce qu'on aura appris. Et peut-être je ne vais pas le prendre. Peut-être je vais m'arrêter puisque j'aurai appris que c'est nécessaire. On me dit, Google, fais fast. Ce n'est pas grave de s'arrêter. Il y en a des bonnes raisons de s'arrêter. Et justement, nous avons conçu ces étapes pour qu'on soit capable d'apprendre d'une manière significative, pour être capable de prendre ce genre de décision. Donc, très fast. Et donc, vous voyez aussi que si on indique un tel parcours à son sponsor au départ, on met à disposition un cadre financier adéquat, on parle finance, on parle free cash flow, on parle investissement. Tout ça, ce sont des objets que les décideurs, les investisseurs ont l'habitude de manipuler avec la net present value. C'est juste qu'ici, nous avons utilisé une mesure plus adaptée que la net present value, les optionnelles, vous l'avez bien compris. Donc, voilà, on est donc capable d'indiquer, de raisonner dans un cadre financier accessible pour les décideurs, intelligible pour les décideurs, et on montre aussi aux décideurs ce qui peut se passer. Et donc, si on a indiqué au départ que peut-être je vais apprendre, il vaut mieux s'arrêter, et bien s'arrêter est signe d'apprentissage et pas signe d'échec. Donc ça change complètement la culture et on accède à une culture d'innovation. Permettez-moi maintenant de contraster ça si j'utilise pas la bonne mesure. Si j'utilise le mauvais thermomètre, je n'utilise pas le thermomètre des options réelles, mais je passe au thermomètre de la net present value. Voilà. Si je fais ces calculs, on trouve que, dans le cas de variabilité, linéarité, waterfall, la net present value de mon projet est moins 21,3. Donc j'aurais envie de le rejeter. On ne va même pas commencer, on ne va rien faire, on s'arrête là. Et en fait, c'est frustrant pour les innovateurs, parce que les innovateurs disent, oui, mais d'accord, ok, en fait, les moins 21 ici, c'était une moyenne. Une moyenne que j'obtiens, et je fais pour les investissements. Rappelez-vous, la décision MPV est monolithique, elle est rigide, elle prévoit de tout investir. Donc, si j'ai tout investi, et j'observe ensuite les retours sur investissement, peut-être ils sont très forts. Donc oui, j'aurais eu raison de faire tous ces investissements. Mais peut-être ils sont un peu moins forts. Donc voilà, là, déjà, voilà, l'excitation s'érode. Et peut-être, voilà, il n'y a aucun retour sur investissement. Donc là, l'investissement est perdu. Donc, la moyenne de ces possibilités, c'est moins 21,3, donc on ne va pas y aller. Et bien sûr, les innovateurs, ceux qui ont proposé cette idée, ils sont frustrés parce qu'ils disent oui, mais j'ai rêvé de quelque chose d'optimiste et si ça se passe, c'est très valable. Et c'est vrai. C'est juste que on est incertain. Et donc, puisqu'on est incertain, la valeur attendue et la moyenne, elle est négative, et ben on va réussir, on va pas y aller. Donc, Je t'interromps 2 secondes, juste pour te dire qu'on a 5 minutes de nous. ok, d'accord, merci bien. Ok, voilà. Donc, conclusion de ça. Et ça, c'est la deuxième importante conclusion que je voulais vous proposer. La réalité permet d'accéder à des opportunités incertaines, par exemple l'innovation, qu'on risquerait de manquer sinon, si on utilise le mauvais thermomètre. Et d'ailleurs, parfois, les gens peuvent être tentés de faire une petite approximation, je la mentionne juste. L'approximation, ça ferait de rester avec la NPV et de la pondérer avec les probabilités. Mais ça donne une valeur trompeuse, ici plus 14,7. Donc, une petite mise en garde, non, il ne faut pas utiliser un thermomètre inadapté. Il faut vraiment passer par les options réelles. Voilà, et donc, cet exemple me permet maintenant d'élaborer brièvement sur les capacités managériales que cela apporte. Et en premier lieu, pour les initiatives individuelles à ville, on est capable de décider rapidement sur les investissements. Qu'il s'agisse des produits innovants ou des services, ou des nouvelles technologies, comme les Safety Enabler Epics, ou même la résilience opérationnelle.
Ce que il montre ici dans cette vue, c'est la décision initiale nécessite aussi de voir quels sont les risques de perte et si la perte possible elle est inacceptable, il faut tout de même pas prendre une approche par option. Mais si le risque initial est acceptable, eh ben, c'est souhaitable d'y aller. Ce que l'initiative Agile aussi permet de faire, c'est de décider quelle stratégie de développement on veut utiliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut paralléliser ou séquentialiser. Vous pouvez se dire, allez, j'accepte plus de risques pour paralléliser plus et gagner dans le temps, gagner time to market. Souvent, c'est assez important et décisif. Donc, puisqu'on est capable de quantifier, de calculer la valeur de toutes ces possibles façons d'agencer mon projet, plus séquentiel, plus parallèle, je suis capable de décider quelle est la stratégie de développement qui crée le maximum de valeur. Au niveau portefeuille, on est du coup aussi pour la première fois capable de calculer les vrais cost of delay financiers et le latest shortest job first qui est proposé par SAFE et recommandé par SAFE. Donc voilà, un exemple de ces calculs, on est tout à fait capable de le faire. Avant, SAFE fonctionnait avec des proxys, mais on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est aussi faisable de faire ces calculs pour des portefeuilles hybrides qui contiennent des projets waterfall et agile. Voilà, ça amène à la conclusion des bénéfices qui en résultent et c'est sans surprise pour vous maintenant. Premier bénéfice, c'est intensifier l'innovation parce qu'on diminue les risques financiers, on procède étape par étape, etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut procéder. Et là, on dispose d'un véritable cadre de décisions financières rationnelles, en pas finance. Donc, très important pour les décideurs qui raisonnent en finance. Si on n'a pas ça, eh ben, il n'y a pas de projet agile. Évidemment, on crée de la rapidité. Je vous ai montré que les business cases sont rapides et aussi les risques minimaux ou minimisés. Donc, on peut y aller et gagner en time to market, saisir des opportunités. Très important. On crée la culture de l'innovation, tel que je l'ai mentionné, parce qu'on diminue les risques personnels. Donc, arrêtez les signes d'apprentissage, arrêtez les signes d'échec. Important aussi, contractualisation agile. C'est souvent un problème. Et là, ici, on dispose d'un cadre formel sur les engagements qu'on prend et les possibles déroulements. Justement, c'est notre arborescence des parcours possibles avec les valeurs que ça apporte. Et on maximise les valeurs, on a vu, individuellement pour chaque initiative, par parallélisation éventuellement, et aussi au niveau portefeuille par l'optimisation par latest shortest job first. Et d'ailleurs, on peut investir dans la résilience opérationnelle. C'est une buzzword aujourd'hui, supply chain disruption. Est-ce que je vais mettre en stock? Et ben, avec cette méthode, on peut dire, voilà, le stock coûte combien, mais voilà combien ça vaut. Et donc, comme ça, on peut se décider. Et pareil pour la technologie. On a une cadre financier pour arriver à se décider. Souvent, les gens disent, pour les enabler ethics, je n'ai pas de retour d'investissement direct, donc comment les justifier? Et bien, c'est justifié par l'option que cette technologie donne sur des futurs retours sur investissement dans les business cases commerciaux. Voilà les bénéfices. Et donc, voilà, je voudrais conclure que d'ailleurs, ça se met aussi facilement, rapidement, parce que vous l'avez bien compris, les options réelles sont la bonne mesure pour l'agilité, donc ils sont pleinement compatibles avec les méthodes agiles, comme par exemple SAFE. Et d'ailleurs, je travaille avec SAFE pour l'intégrer. Et le coaching et les outils software sont disponibles. Monsieur Doniton, voilà, merci bien pour votre attention, votre intérêt. Et je écoute vos questions et j'espère nombreux. Bien, on va passer à quelques questions. La première question. Alors, une première question est, faudrait-il prouver l'intérêt du marché au produit avant de prouver la faisabilité technique? Oh, magnifique question, magnifique question. C'est ça, effectivement, assez, oui, c'est un gros classique. Avec quoi je commence? Est-ce que je fais d'abord l'incertitude technique ou d'abord le marché? Et bien, la réponse est, ça dépend. Il faut savoir quantifier. Ça dépend, en fait, des risques que vous avez. Donc, en fait, ce qui convient, c'était pour votre projet de considérer les deux séquencements. Je commence avec la technique puis marché. Quelle est la valeur que ça donne? Et ensuite, je considère le contraire. Je commence avec le commercial et ensuite avec la technique. Et
puisqu'on est capable maintenant de correctement quantifier, on peut décider quelle est la meilleure séquence. Excellente question, merci beaucoup. Super. Il y a quelqu'un qui te demande si tout ce que tu fais est basé sur le Lean Startup. Oui, magnifique aussi une question, la réponse est oui. C'est exactement compatible. Donc, Lean Startup prend exactement cette même approche. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que on procède étape par étape, itérativement, on fait une petite étape, on apprend quelque chose et en fonction de ça, on s'ajuste. Donc, Lean Startup, ce n'est rien d'autre qu'une façon agile de gérer les projets et donc, pareil. Oui. Excellent. Et d'ailleurs, je vais présenter prochainement aussi à une conférence Lean Startup. Ah, bien. Ben, tu me diras quand. Ok. Mais votre Alors, comment déterminer la bonne taille du MVP permettant de valider le résultat de la phase de feedback qui va déterminer si l'on lance la V0 ou pas. La V0. Pardon, j'ai pas compris le début de la phrase. Comment on va déterminer Comment déterminer la bonne taille du la bonne la bonne taille, la taille du MVP, la taille du MVP? the minimum value product. Ah comment comment on détermine la taille? Qu'est-ce qui est minimum viable? C'est ça la question? Ouais, le minimum viable product qui va te permettre de valider le lancement ou pas de ta V0. Ok. Donc, ici, dans le projet que j'ai vécu, que j'ai exposé ici, le minimum viable product était très axé technique. C'est-à-dire, il n'était pas minimum viable d'un point de vue marché, mais était vraiment minimum viable d'un point de vue technique. Et l'investigation proprement dite du marché était faite à la suite en montrant le prototype le MVP à la clientèle pour avoir déjà un premier retour du marché, quel est l'accueil. Et cet retour était ensuite affiné dans la phase 3 avec des efforts avant-vente où on pouvait vraiment se dire bon, qu'est-ce que les clients sont prêts à dépenser, quel est le nombre de personnes qui répondent favorablement. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, Oui, en fait, il y a une autre réflexion qui est dans le même sens, qui te dit un MVP est déjà une méthode coûteuse, c'est cher, donc pour valider un marché. Ok. Bon, là, c'est question de la dénomination. Utiliser la dénomination qui est utilisée par Safe. On peut aussi dire que c'est un prototype, si vous voulez. Et je suis d'accord avec cet effort, cet commentaire. Il faut que l'effort au départ soit à un minimum, parce que ça contribue à limiter les risques. En fait, idéalement, le profil d'investissement que vous avez étape par étape est un profil qui est en adéquation avec les risques. Et vous comprenez qu'au départ, les risques sont les plus élevés. Donc, on a envie d'avoir le minimum d'investissement au départ. Ouais, alors il y a une question justement très intéressante. À ce propos, il te demande si les simulations peuvent se construire dès le départ ou elles se construisent au fur et à mesure en fonction des résultats de chaque étape. Excellente question aussi. Donc, la réponse est, en fait, on fait cette considération au départ parce qu'on veut déjà rapidement être capable d'identifier si on a envie de se créer l'opportunité et d'aller plus loin, de se créer l'option, sur le retour de ce business. Donc, au départ, on dessine cette arborescence et ce qu'on souhaite faire, c'est d'écrire les possibilités aussi exhaustivement qu'on peut. Donc, c'est un cadre. C'est un cadre qui nous permet de raisonner. Et on espère que c'est exhaustif. Donc, on espère que ça, c'est effectivement, on cherche à ce que ça soit vraiment, que ça capte le maximum d'expertise qu'on a sur cette business case. D'ailleurs, c'est la même chose avec la net present value. On cherche de faire ça. Donc, si rien ne bouge, eh ben, on va rester avec cette même arborescence et on va la parcourir. Maintenant, et on dit ça, on ne va pas être non plus fermé à la réalité des choses. C'est-à-dire, si on apprend que finalement cette description n'était pas aussi exhaustive qu'on a pensé, on ne va pas se priver de l'actualiser et de réconsidérer les valeurs et peut-être de dire waouh, c'est super, on va encore plus investir ou le contraire, de se dire non, avec ça, les perspectives ne sont pas aussi bonnes, on s'arrête.
Alors, il y a une autre question relative à la période de temps, c'est-à-dire l'échelle dans le temps, pour mesurer les étapes. C'est quoi cette échelle? Ah, Comment on les mesure? alors, en fait, l'idée, c'est chaque étape bleue ici, elle est faite pour identifier, pour lever une certitude. Comme je dis, d'abord, on exprime son rêve, c'est le scénario optimiste financièrement, mais aussi on décrit et on décrit voilà, les hypothèses qui sont faites pour arriver à ce scénario optimiste. Et donc, ces hypothèses reflètent l'incertitude qu'on a. Il faut la lever. Et donc, chaque étape va lever une telle incertitude. Il faut être créatif. Qu'est-ce que je fais pour la lever? Nous avons dit, pour l'incertitude technique, eh ben, on va passer, faire un proto, etc. Donc, eh ben, ensuite, la question, c'est combien de temps ça prend? Eh ben, et combien d'investissement ça prend? Et c'est ça qui définit la durée de chaque brique bleu ici. Hem mais attention, ça ne veut pas dire qu'au sein de chaque brique bleue, on est condamné à une rigidité, non souhaitée. On peut tout de même rester agile. Pour ça, j'ai une backup slide que je voudrais vous montrer vite fait, c'est celui-ci. Si vous avez des incertitudes sur chaque brique, et ben vous faites une sous-structure d'arborescence qui permet de dire: «OK, je commence avec une démarche optimiste, mais si ça se passe bien, très bien, je vais continuer sans attendre, mais si ça se passe pas comme espéré dans ma brique optimiste, ben, je rajoute tant et d'argent, donc je me trouve dans une estimation médium. Si ça suffit, je continue, mais sinon, on rajoute encore des taux et d'argent ici dans une estimation pessimistique. Donc, je reste quand même agile, même au sein de ces briques bleues individuelles que je montre sur cette image-là. D'accord, d'accord. Donc, on peut dire que c'est un variable dans le temps, mais c'est le plus court possible pour avoir les réponses les plus rapidement possible. Exactement. Comme dit Google, fail fast. C'est tout à fait. Non, mais c'est vraiment vertueux. C'est pas la peine d'insister si on doit trouver à la fin que ça valait pas la peine. Non, si ça vaut pas la peine, on aime bien le comprendre aussi vite que possible. D'accord, excellent. Bon, il y a plusieurs questions, mais elles sont toutes dans le sens, je pense que tu as répondu. Et il y a quelqu'un qui te dit que c'est super intéressant, Pascal Potin, comment creuser le sujet, mais qui se rapproche de toi, non? Exact. Creusons le sujet ensemble, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que tu peux afficher le code voilà, le QR code. Je vous ai envoyé aussi sur le chat le lien au cas où vous pouvez pas, vous n'ayez pas noté le QR code. Et à la fin de l'évaluation, il y a les éléments pour la déclaration de PDU. Voilà, si vous avez, c'est la question qui m'a été posée tout à l'heure. C'est tout à fait la fin de l'évaluation. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir, on peut répondre. En attendant, je vais justement aussi agile, j'ai une backup slide. Oui, 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 vas-y, parce que vas-y, c'est l'un des... On a discuté de cette backup slide-là. Notre backup slide, c'est justement sur les enable epics. Donc, comme je disais, je suis en discussion avec Save pour intégrer les options réelles dans Save. Mhm. Très intéressé, on écrit un article et Sage m'a dit souvent, il observe que les gens ont du mal à se décider comment créer enfin, investir dans des enabler epics. Parce qu'ils ne créent pas un retour sur investissement direct. Et là, les options réelles nous aident. Parce qu'en fait, on peut dire, OK, si j'ai créé cette plateforme technologique, cette enabler epic, ça me permet à la suite d'avoir des use cases, d'avoir des business cases commerciaux qui, eux, ont leur propre vie et leur propre retour sur investissement. Donc, je peux dire combien elle valent. Et donc, on peut comprendre qu'une Able Epic nous achète en fait l'option sur la valeur des use cases. Et c'est comme ça qu'on peut justifier d'investir dans la technologie. Et ça, c'est assez précieux parce que sinon, ce sont là aussi des discussions qui n'enregistrent plus. Il y a une autre question intéressante.
Et qui sont les acteurs qui vont être autour de la table pour construire ces simulations? Il y a un marketeur, il y a un Ouais. financeur, un technique, un stratège. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, qui sont autour de la table? En fait, ce sont tout à fait les mêmes qui sont autour de la table pour la mettre comme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont. Enfin, ce que vous voyez, c'est ici un business project. Vraiment. Donc, euh, donc, il y a d'abord des stratèges qui ont dit nous avons besoin d'être prêts pour l'avenir. La stratégie, c'est de s'assurer que dans l'avenir, l'entreprise produit ce que les clients vont préférer. C'est pas la stratégie. Ok. Et donc, donc, ils vont examiner quelles sont les futures fortes innovations. Et en fonction de ça, ils vont positionner des réponses en capacité en premier lieu, ça peut être des capacités aussi technologiques, et au deuxième lieu, très concrètement, quels sont les produits et services qu'il nous faut. Et c'est là où il doit se dire, OK, donc stratégiquement, voilà ce qu'on voudrait. Donc ensuite, bon, avec le marché, avec la technique, on peut s'imaginer des choses. On peut innover, on peut justement avoir une rêve ici. Donc, donc là, on travaille avec les gens qui connaissent le marché, mais on travaille aussi avec les gens qui doivent dire, OK, une fois que c'est opérationnel, c'est engendre des coûts de marketing, de sales, des coûts opérationnels de production, des serveurs, des matériaux, des productions, etc. Donc, tout ce beau monde doit estimer quels sont les retours sur investissement qui ont lieu. Et ces retours sur investissement, c'est pas uniquement les chiffres d'affaires, hein, c'est tous les coûts associés. Donc, effectivement, il y a toute l'équipe business qui travaille autour de ça, au même titre que la net present value. Conceptuellement, la net present value mesure la création de valeur attendue et les options réelles font exactement la même chose. La seule différence, c'est que les options réelles sont explicites sur le possible déroulement, donc explicites sur les risques, et donc ils peuvent les apprécier correctement et réagir avec agilité sur ce qu'on a entendu. Donc voilà, ce sont les mêmes usual suspects, hein. Les investisseurs, corporate finance, stratégie, business team, les ingénieurs, la production. D'accord, super. Et moi, je vais profiter, on a 2 minutes, je vais profiter pour te faire un peu des pubs. Parce que, en fait, est-ce que vous avez pas posé comme question, est-ce que ça, c'est un outil? Est-ce que c'est une application? Qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a pas que des design. C'est un outil, c'est un applicatif que les startups de Klaus a mis en place. Donc, tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes Bon, ok, de la merci. commercialisation de... Merci Angélique pour cette petite phase de pub, sans abuser. Donc, effectivement, alors, les options VM, vous voulez dire, c'est d'abord quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans, mais la méthode classique, elle s'appelle Quarks-Frost-Rubenstein, c'est quelque chose que j'ai aussi enseigné à des différents business schools jusqu'à présent. Cette méthode, elle existe, elle fonctionne, c'est juste qu'elle est intelligible pour les décideurs. Et c'est pour ça que vous n'avez probablement pas encore entendu parler jusqu'ici de cette méthode. Et justement, avec une entreprise, avec un organisme de recherche, j'ai poussé donc plus loin pour arriver à une façon une démarche que vous avez vue aujourd'hui qui est très intelligible, où les décideurs peuvent faire confiance, ils peuvent fonctionner avec, ils peuvent décider avec. Et donc, cette démarche, elle est disponible sous forme de software, de façon à ce qu'on n'ait même pas besoin de devenir expert financier de cette méthode, mais plutôt on peut se focaliser sur l'utilisation et l'utilité et les bénéfices. Et donc, les screenshots que vous avez aujourd'hui sont des screenshots de ces software. Et donc, ils s'appliquent donc pour les business cases agiles individuels, mais aussi pour les cas de portefeuille, silo, cost of delay and wage first, avec tout un tout safe. Voilà. Donc, n'hésitez pas de le lire. Merci Annika pour peut-être pas de pub. Excellent. Il n'y a pas d'autres questions. Écoute, on a affiché parce que puis c'est le temps. On vous laisse 2 minutes pour respirer. Et puis, donc, vous avez les QR codes. Voilà. N'oublie pas d'évaluer la conférence. Et puis, d'aller chercher au PDUS. Voilà.
Bah, super. Alors, donc, reste à moi de vous remercier pour votre intérêt, pour votre participation et vos questions tout à fait pertinentes. Super. Merci, ça m'a fait très plaisir. Et effectivement, c'est une passion pour moi, depuis 18 ans maintenant. Et donc voilà, ça me fait le plaisir de partager cette passion avec vous. Donc, j'espère d'avoir vous avez contaminé un peu avec cette passion. C'était très clair. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À bientôt.